Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, nous allons nous interroger. Géopolitique COP27 en Égypte, quel impact sur le continent? Géopolitique COP27 en Égypte, quel impact sur le continent? Eh bien, mesdames, messieurs, peut-on organiser une conférence internationale sur le climat tout en muselant et en entravant la capacité d'acteurs politiques, de groupes environnementaux et de journalistes à obtenir des financements ainsi que des autorisations pour conduire, oui, des recherches sur l'environnement? En tout cas, je m'interroge encore ce matin. La COP27, qui s'est ouverte ce 6 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, constituera certainement un enjeu de légitimité pour le futur de l'action climatique à l'échelle globale. Mais pourquoi organiser une conférence sur le continent noir alors que c'est l'Afrique qui subit tous les jours, chaque année, les affres du changement climatique? Le gros programme derrière, c'est que l'Afrique ne s'industrialise jamais et soit le continent des matières premières pour l'Occident. Qui ne se souvient pas de Helmut Kohl? Eh bien, à l'époque, chancelier allemand qui avait dit « La Chine nous a échappé, il ne faudrait pas que l'Afrique s'industrialise ». Si selon les tendances observées depuis la première COP qui s'est tenue en 1995 à Berlin, l'édition de cette année 2022 ne devait pas se démarquer par son envergure, la question de la relation du gouvernement égyptien vis-à-vis des activistes environnementaux, mais également des chercheurs, pose question. Eh bien, depuis lundi dernier, l'ONG Human Rights Watch soulignait dans un rapport que le gouvernement égyptien a sévèrement restreint la capacité des groupes environnementaux à mener des politiques indépendantes, des actions de plaidoyer et des travaux de terrain essentiels à la protection de l'environnement naturel du pays. Les COP sont-elles encore le forum pertinent pour affronter la crise climatique? En tout cas, nous nous interrogeons. Mais notre grande interrogation, mesdames, messieurs, géopolitique, COP27 en Égypte, quel impact sur le continent? En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions ce matin, nous sommes avec un sociologue qui connaît bien sûr les questions environnementales. Il s'appelle Jonathan Batengene. Il est notre invité de ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous les milliards de téléspectateurs qui nous suivent. C'est toujours un plaisir que d'être là et de partager cette antenne spéciale du débat panafricain. Très heureux de vous avoir, hein, Jonathan Batengene, ça faisait longtemps. Alors je commence, je pense que vous êtes au courant de l'ouverture de la COP27 du côté Sharm el-Sheikh, du côté de l'Égypte. Tout à fait, on a vu des images depuis quelques jours circuler avec des chefs d'État qui sont en Égypte, qui discutent et qui parlent des questions environnementales. Ce sera intéressant que de revenir là-dessus et de voir comment est-ce que l'Afrique se positionne dans ce débat qui semble tout à fait pipé d'avance. Pipé d'avance pour vous? Oui, il est pipé d'avance. D'abord parce que la question environnementale, nonobstant toutes les réserves qu'on peut faire, c'est une question hautement portée par des lobbies. Oui. Ce n'est pas une question qui a été adressée avec des cercles de réflexion sérieux. Nous voulons pour preuve le point de départ de tous ces mouvements-là. Les mouvements qui ont commencé à poser les questions environnementales émergent véritablement à partir de 1968. Et 1968, vous avez un ensemble de mouvements qui se présentent comme des mouvements alternatifs en Occident et qui envisagent le développement autrement. Seulement, la majorité de ces mouvements n'émergent pas de réflexion profonde parce que les mouvements alternatifs comme le mouvement environnemental va naître dans les pays comme les États-Unis avec des lobbies qui sont généralement entretenus par de riches promotionnaires et des activistes qui n'ont pas forcément un pedigree intellectuel. Par la suite, ils vont faire des efforts pour se doter de la réflexion nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a des recherches qui vont être menées. Et le grand bal des recherches sur l'environnement, c'est à partir de 1970 jusqu'à 1990, le clou étant le sommet de Rio de Janeiro,
qui était le moment où la question environnementale était portée devant les politiques mondiales. Mais seulement, il faut apporter des éléments à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent très bien ce que, quand nous parlons de lobbies qui ont travaillé à cet effet, ce que ces lobbies ont fait. En fait, pour désigner les personnes, pour porter dans l'agenda des Nations Unies une question importante, il y a un processus. Et dans ce processus, il y a ce qu'on appelle les titulaires de mandats spéciaux. Les titulaires de mandats spéciaux, c'est des individus qui sont appointés par le secrétaire général. Et ces individus portent la responsabilité d'enquêter sur un domaine des droits de l'homme. Et dans ce domaine, ils définissent ce qui devient prioritaire pour l'humanité. Donc, c'est des individus qui participent à la construction de ce qu'on appelle le droit international. Et ces individus, à partir de 1968, ont été approchés par plusieurs groupes de pression états-uniens qui les ont amenés, du moins ceux qui ont été désignés, ont été amenés à porter la question environnementale au cœur des enjeux. Pourquoi elle a été portée au cœur des enjeux? Parce qu'il y avait la Chine qui était naissante. Cette Chine était en train de s'industrialiser et elle menaçait. Les États-Unis lisaient déjà la trajectoire chinoise qui allait bouleverser l'ordre économique mondial. Il y avait l'Union soviétique qui était une puissance mondiale mais qui était hautement polluante. Elle ne lésinait pas sur les moyens. Et pour contenir la puissance de ces deux géants de l'Est, il fallait trouver de nouvelles questions qui seraient abordées. Et ces questions devaient être légitimées. Le sommet de Rio de Janeiro, d'ailleurs, vous allez remarquer que beaucoup d'ONG africaines qui n'avaient même pas véritablement compris le problème environnemental ont été cooptées à l'occasion des discussions juste avant le sommet de Rio, le plan Berg et tous les plans qui ont précédé. Et le sommet de Rio de Janeiro, toutes ces organisations ont été invitées. Et lorsque vous discutez, parce que j'ai eu quand même la chance de discuter avec quelques anciens participants du sommet de Rio de Janeiro, par la suite, il y a eu un gros travail de corruption et de financement de ces organisations de la société civile africaine dans le cadre de ce qu'ils appellent la défense de droits environnementaux. Mais au fond, ces organisations même cherchaient des actions à mener parce que sur le terrain africain, on n'a pas véritablement une pollution importante. Même quand ils sont arrivés à ce qu'ils ont appelé la taxe sur l'environnement, les pays africains qui n'étaient pas grands pollueurs vendaient, revendaient. Jusqu'à preuve du contraire, les pays africains ne sont pas pollueurs. Ils ne sont pas pollueurs. Et donc les grands pays comme la Chine, les pays très industrialisés comme la Chine, les États-Unis, qui polluent hautement, venaient acheter les parts des Africains, c'est-à-dire le droit de polluer. On venait acheter chez les Africains leur droit de polluer qu'ils n'avaient pas consommé et eux, ils reversaient ça sur leur compte. C'est un peu bizarre parce que on se demande bien comment est-ce que l'atmosphère fait pour distinguer le ciel chinois du ciel africain lorsque ce sera pollué. Donc, il y avait ces mécanismes et on a financé beaucoup d'acteurs de la société civile africaine au fin de les intégrer dans la dynamique mondiale et de les intéresser à cette action de lobbying qui est en fait une action de limitation de l'industrialisation des puissances concurrentes du bloc capitaliste central. Et au début des COP, à partir de 1995 et jusqu'au début des années 2000, le président, par exemple, Abdou Diouf, a eu un problème qu'il a posé sur la table dans les années 99. Il a posé sur la table, il a dit, mais l'Occident s'est industrialisé au détriment de l'environnement. Et l'Occident n'avait jamais remarqué que cela posait des problèmes environnementaux. Pourquoi Abdou Diouf est un larbin de la France-Afrique, hein, mais vous voyez à quel point certains individus peuvent redevenir lucides quand ils sentent qu'il y a anguille sous roche. Il dit, mais pourquoi quand ça arrive que bientôt c'est les Africains qui vont s'industrialiser, l'on nous parle de l'urgence environnementale, du tournant environnemental, des changements climatiques. Mais pourquoi? Il faut noter que les plus grandes vagues de dérèglement climatique, ce n'est pas à la fin du XXe siècle que ça a eu lieu. Le plus grand tsunami jusqu'à l'heure actuelle, c'est un tsunami qui a eu lieu au XIXe siècle. Ce n'est pas un tsunami qui a eu lieu au XXe siècle. Le deuxième plus grand tsunami qui a eu lieu au XXe siècle, avec des vagues de près de plus de 100 mètres, c'était en 1950. C'était même pas
à la période où on croyait qu'il y a une forte pollution. Donc, les dérèglements climatiques, on a commencé donc à s'intéresser à cela et il y a aujourd'hui des thèses. Il y a plusieurs prix Nobel de géographie et de physique qui étudient la couche atmosphérique, qui remettent en cause l'argument même de dérèglement climatique dû à la pollution. Ils disent qu'il y a un ensemble de phénomènes naturels qu'on veut à tout prix associer à la question climatique. Mais il y a aussi un paravent politique au-delà de la concurrence avec les Chinois. La question environnementale fait partie du triptyque de la diplomatie d'influence dont sont dotés les États-Unis, pour assurer leur hégémonie mondiale. Le triptyque, c'est l'environnement, le droit de l'environnement, le droit des minorités et le droit de l'homme. Trois principes fondamentaux que les États-Unis promeuvent sur l'ensemble de la planète. Ils vous parlent du droit des autochtones, mais qu'ils ne respectent surtout pas parce que les Amérindiens, c'est les derniers des autochtones qu'on respecte dans ce monde. Ils ont les droits les plus bafoués au mépris de tout ce que les États-Unis utilisent comme droit. Le droit de l'environnement, on sait que le plus grand pollueur de la planète, c'est les États-Unis. Mais c'est quand même les plus grands promoteurs du droit de l'environnement parce que toutes les ONG qui portent cette question environnementale, la plupart, c'est aux États-Unis. Ils sont financés par des grandes fondations. Par exemple, vous allez voir que des industriels comme Ford, la fondation Ford, finance beaucoup de travaux sur les questions des droits de l'environnement. C'est tout à fait contradictoire. L'Open Society a des liens aussi avec des organisations comme Greenpeace. Oui. C'est encore quelque chose d'aberrant parce que quand vous avez une organisation qui fait la promotion des États-Unis et du capitalisme occidental, mais qui vient vous dire après défendre l'environnement, c'est tout à fait contradictoire. Vous avez d'autres questions comme les droits de l'homme. On sait qu'ils ont Guantanamo, ils ont Abu Ghraib, plusieurs prisons qu'ils ont, oui, ils torturent, ils tuent sans que quelqu'un leur pose des questions. On a vu des guerres où ils violent les droits de l'homme. On a traîné des Irakiennes avec des chars. Pourtant, tout le monde est resté muet. Donc, les États-Unis ont ce triptyque qu'ils utilisent. Et je vous dirais que dans le triptyque, ils parlent plutôt d'un nouveau droit de l'homme. Hein. et malheureusement, le droit de l'environnement, qui aurait pu être une question portée par des personnes tout à fait des scientifiques sérieux, ce droit de l'environnement est porté par des activistes et un ensemble de groupes de pression états-uniens qui faussent la donne. Donc pour nous, c'est pipé d'avance parce que dès la base, dès son histoire, la question de l'environnement a été politisée par les États-Unis dans le cadre de sa diplomatie d'influence et l'assurance de son hégémonie. Comment comprendre que des pollueurs, les plus grands pollueurs au monde, viennent organiser, on va le dire comme ça, un sommet comme celui-là sur le continent africain qui, lui, ne pollue pas? Est-ce pour dire aux Africains, ne vous industrialisez jamais, restez comme vous êtes, et ainsi vous seriez le continent des matières premières, le continent qui nourrit le monde? Ah, vous avez compris, mon frère Goss. La question, c'est la division internationale du travail. Il faut noter que l'Occident, en se développant, ou du moins en s'industrialisant, a créé un phénomène qu'on appelle la division internationale du travail. On avait assisté avec la naissance du capital à la division du travail social. C'était les travaux, par exemple, de Émile Joseph Durkheim, qui était un très bon sociologue, qui a travaillé sur cette division du travail. Il a montré comment la chaîne de production se spécialisait en Occident. Et au niveau mondial, ils ont donc travaillé à ce qu'on appelle la division internationale du travail. Ça a commencé avec l'esclavage. Il y avait des pays qui exportaient les hommes, la main-d'œuvre, et il y avait des pays qui utilisaient, qui donnaient leur sol pour cette main-d'œuvre. C'était les Amériques, la main-d'œuvre venait d'Afrique. Et il y avait des pays qui bénéficiaient et qui fructifiaient le capital, c'était l'Occident. Et l'Europe, l'Occident en général, parce que dans cette entreprise, les États-Unis bénéficiaient et l'Europe également bénéficiait. Donc, ça permettait d'accroître la richesse de ces pays-là. Dans le cas de la division du travail international, on n'est pas sorti de l'ornière. On a des pôles d'extraction de matières premières, c'est des pôles de haute pollution, parce que quand vous regardez le drame qui a eu lieu, j'ai oublié le nom de cette ville au Gabon où la France a exploité l'uranium, Areva, aujourd'hui ils appellent Areva. Ils ont exploité l'uranium. Ils appellent l'uranium aujourd'hui. Voilà, ils ont exploité l'uranium et la fameuse ville
aujourd'hui, elle vit les séquelles de cette pollution. Les fleuves, le principal fleuve où il s'approvisionnait en poisson, ce fleuve a été hautement pollué, si bien qu'aujourd'hui, le poisson... Vous n'avez qu'à regarder à Arlit du côté du Niger. Voilà, à Arlit également, on voit les drames que l'exploitation de l'uranium apporte là-bas. Et pourtant, la COP21, c'était à Paris. Donc, c'est pour nous dire que ces gens, ces plus grands exploitants, ont déterminé, dans la division du travail international, les zones d'exploitation des matières premières où il y a une violation grave des règles environnementales, où le droit environnemental n'existe pratiquement pas. Quand vous regardez la forêt de l'Est du Cameroun aujourd'hui, telle que c'est exploité par les multinationales occidentales, et c'est au mépris des questions environnementales. Il n'y a même qu'à voir la petite forêt ici à côté de Douala, vers Yingui, Yabassi, tout ça. Quand vous voyez comment elle est exploitée sauvagement, quand vous remontez là dans le centre du Cameroun, Nyon, Ekele, Ezeka, toute cette zone, c'est sauvagement exploité. On parle par exemple du droit de protection des populations autochtones ou bien le développement des localités exploitées. Ça fait partie des lois forestières au Cameroun. Vous allez voir que ces organisations, ces entreprises-là ne respectent aucun droit. Et pourtant, ce bois-là est utilisé pour faire les beaux bureaux des Nations Unies à New York, pour faire les beaux bureaux des organisations qui prétendent défendre ces droits. Et ceci, ça participe simplement de la prédation sauvage. Alors, dans la division internationale du travail, les zones d'extraction ne peuvent pas devenir les points industriels. C'est bien d'avoir cité Edmund Cole, parce que ça participe des mécanismes de frein de l'industrialisation des anciens territoires colonisés. On ne veut pas que ces pays connaissent le même essor économique que l'Occident, même si nous pensons que l'essor économique de l'Occident n'est pas un modèle, parce que c'est un essor destructeur, parce qu'eux-mêmes le répètent à longueur de journée. Donc, ils ne veulent pas de ça. Ils essayent de freiner ces pays-là. On va vous dire que non, il y a les normes environnementales pour ci, pour ça, que ces pays ne respectent pas. Surtout que quand vous regardez c'était la pollution à l'amiante à Abidjan. Vous vous souvenez du scandale de la pollution à l'amiante à Abidjan? C'est une multinationale française qui était responsable. Quand vous regardez la pollution avec les déchets pétroliers au Nigeria, dans l'état du Delta, c'est quand même le géant ExxonMobil et Shell, c'est les géants ExxonMobil et Shell qui ont été indexés. Donc ces pays ont créé ces règles simplement pour maintenir dans la division internationale du travail certains pays à un certain stade de la chaîne de production et d'autres pays à un stade plus élevé. C'est eux qui fixent d'ailleurs les règles. Et quand nous avons expliqué tout à l'heure le mécanisme de lobbying autour de la construction des règles, vous voyez que les organisateurs et ceux qui permettent d'ériger des principes en règle, c'est généralement ceux qui sont les plus grands pollueurs. Alors vous comprenez qu'il y a anguille sous roche et ce n'est qu'un complot qui est organisé contre les pays qui doivent... Où est passée la règle pollueur-payeur? Ça ne peut pas être respecté. Déjà que... Ça ne peut pas être respecté, pourtant ce sont eux qui ont voté cette loi. Oui, mais ça ne peut pas être respecté, c'était pour faire plaisir. On vous dit pollueur-payeur, tout ça, on va faire taxe au carbone. C'est des mesures qui semblent ambitieuses, mais c'était pour faire coup d'éclat, comme on dit aujourd'hui. Pourtant, on avait voté 100 milliards de dollars pour payer justement aux pays africains qui ne sont pas pollueurs. Oui, dans le cadre de cette taxe qu'ils organisent, là, au fond, personne ne veut payer ça. Les États-Unis refusaient de payer ça. La Chine refuse de payer. En fait, tous les pays industrialisés refusent. Donc, ils donnent l'impression que ces mécanismes juridiques sont contraignants, mais en fait... Quel impact pour le continent africain, finalement, quand les États-Unis, les plus grands pollueurs, disons-le comme ça, refusent de payer? Pourquoi est-ce que l'Afrique reste dans un mutisme total? Comme nous l'expliquions d'entrée de jeu, tout ceci est aligné sur une politique d'influence, une politique d'hégémonie. Donc, celui qui vous avez accepté de jouer le jeu, vous avez accepté excusez, de vous plier à la règle de ce qu'ils appellent le droit environnemental, eh bien, vous subissez le droit environnemental. Eux qui ont créé le droit environnemental se permettent de ne pas le respecter. C'est aussi simple que ça. C'est une posture d'hégémone, c'est une posture de dominateur, c'est une posture de véritable puissance. Le puissant peut se passer de la règle, même s'il applique à tous ceux qui sont dans la salle. Donc, dans cette posture, les États-Unis ne sont pas priés de jouer l'exemplarité.
Ils peuvent tout à fait contourner les règles et continuer d'exister. C'est au peuple qui ont adhéré à ces règles de les remettre en question. Par exemple, il serait de bon ton de voir les Africains sortir de toutes ces COP, d'arrêter d'être signataires de ces COP, d'arrêter de ratifier des textes qui ne seront pas respectés et d'avoir des mécanismes à l'intérieur de leur pays, c'est-à-dire, comme nous défendons la souveraineté, d'avoir des mécanismes juridiques, des mécanismes légaux qui permettent de protéger véritablement le respect de l'environnement dans leur pays. C'est avec des mécanismes pareils qu'on peut parvenir à un véritable respect de l'environnement. Si on compte sur des mécanismes internationaux qui sont eux-mêmes conçus à l'avantage de ceux qui contrôlent l'économie mondiale, on risque de tomber dans un jeu de dupes où les uns vont toujours utiliser les règles de manière sélective, c'est-à-dire lorsque les règles les arrangent, ils leur font appliquer, lorsque ça ne les arrange pas, ils ne les font pas appliquer. C'est ce que font les États-Unis actuellement dans le monde. Pendant ce temps, ils sont nombreux les Africains qui pensent qu'il ne fallait pas que cette COP27 soit organisée sur le sol africain. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça c'est une vérité. Moi je pense même que dire même sol africain, ça devrait s'arrêter. Les chefs d'État africains devraient arrêter d'y aller. C'est une connerie, c'est un machin qui n'a pas de sens. Au sens où tout le monde peut l'entendre. C'est une aberration. On ne peut pas parler d'environnement avec des gens qui manipulent le droit environnemental. On ne peut pas aussi être au courant de ces manipulations et se dire qu'on va s'asseoir avec eux pour discuter. Il vaudrait mieux les laisser parler entre eux, discuter de leurs choses et puis à la fin qu'ils prennent des résolutions qui leur seront imposées à eux-mêmes. Mais que les autres peuples de la Terre quittent de cette affaire. Il est temps de sortir de ces problématiques, de ces principes hégémoniques qui ont été érigés par les États-Unis et leurs alliés dans le cadre de leur conquête des espaces dans le monde. Nous devons avoir nos propres agendas en matière de politique environnementale et c'est ces agendas qui doivent être prioritaires. Chaque pays a son agenda en matière de développement et c'est cet agenda qui crée des questions environnementales prioritaires. Si on ne se plie pas à ce principe, on risque toujours de subir l'hégémonie de ces peuples. Selon certaines informations, il y a un sommet d'ailleurs qui est consacré au financement des projets de développement durable issus de 3 commissions. On parle bien sûr du climat de l'Union africaine. Et ce qui est visé, je vous pose justement la question, le bassin du Congo, la région du Sahel et les États insulaires. Et quand on parle bien sûr du bassin du Congo, c'est l'un des, on va le dire comme ça, l'un des bassins les plus riches au monde. On parle également de la région du Sahel qui est tellement convoitée par l'Occident et sans oublier les États insulaires. On connaît pas mal d'ailleurs, comme par exemple Diego Garcia. Là encore, c'est des endroits qui sont inondés de richesses. Mais on a l'impression que c'est ça qui est le calcul justement de l'Occident ces jours-ci. Oui. En quoi est-ce que le bassin du Congo les intéresse si ce n'est pas l'immensité de ses richesses naturelles? C'est tout ce qui les intéresse. Ils savent que c'est le deuxième poumon mondial en matière... Selon leur classement, hein, moi j'ai souvent dit que c'est le premier. On peut dire le premier, mais il faut noter une chose. Je voulais justement faire le parallèle avec le premier. Qu'est-ce qu'ils font au premier? L'État d'Amassa, je crois, Anapas ou bien Amassa, au Brésil. Oui. C'est frontalier de la Guyane. Oui. C'est un État qui abrite un important bassin de la forêt amazonienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette forêt? Et là, on parle de fonds d'investissement qui détiennent des parts de l'entreprise Bunge. Bunge qui est également un actionnaire de Amsel. Amsel, c'est une grande entreprise qui est, je crois, le numéro 2 dans l'intermédiation du soja mondial. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette partie de la forêt? Ils ont détruit plus de 1 million d'hectares. 1 million d'hectares qu'ils ont détruits pour consacrer à la culture du soja transgénique. C'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. Oui. Au Brésil, où il y a la forêt, ils disent le premier bassin. Au Brésil, les politiques environnementales, les politiques de développement néolibéral, oui, inspirées du régime dictatorial de Branco, avaient dépossédé les peuples de leurs terres dans l'Amazonie, les peuples premiers, les peuples autochtones, qui ne respectent même pas l'autochtonie. Et des entreprises, des multinationales états-uniennes ont investi dans des entreprises nationales brésiliennes avec des entreprises allemandes et suisses, parce que c'était les 3 plus gros investisseurs au Brésil. Ils ont investi des milliards de dollars pour développer le secteur agroalimentaire. Et l'agro-business brésilien
est l'un des plus importants dans le monde. Le soja transgénique. Au Brésil, regardez les ravages que cela a causé. Aujourd'hui, en Afrique, on a encore la capacité, quand vous cultivez le maïs au village, de garder les semences pour la saison prochaine. Au Brésil, ce n'est plus possible. Seuls 10% de semences naturelles existent encore dans ce pays d'Amérique latine. 10%. 90%, c'est des organismes génétiquement modifiés qui ne peuvent être cultivés que si les laboratoires vous produisent les semences. Vous voyez un peu le drame. De grands drames, justement. Comment avec le premier poumon de la planète, le premier poumon écologique de la planète, ils ont pu se montrer aussi sauvages et nous dire qu'ils veulent protéger le deuxième poumon. Ce qui intéresse en fait les multinationales dans le bassin du Congo, c'est le vaste potentiel de la forêt. Non seulement les ressources naturelles en matière première du sous-sol, mais également le sol fertile, les terres arables. Il se trouve que c'est l'un des, si ce n'est le premier potentiel en matière de terres arables dans le monde. Donc, ces terres arabes l'intéressent. Vous savez qu'il y a une politique actuellement d'achat des terres dans le monde et ça fait une grosse bataille entre la Chine, les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Donc, certainement, tout ça les intéresse et ils se disent, dans le cas de ce qu'ils appellent la protection de l'environnement, il faut s'assurer les monopoles dans le cas de ce qu'ils vont appeler des zones réservées, des zones protégées. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut se méfier de ces politiques qui sont pensées ailleurs. Il faut envisager, comme nous l'avons dit déjà, il faut avoir son propre droit environnemental qui va soutenir les efforts de développement de nos pays. Si nous n'avons pas notre propre agenda en matière de protection de l'environnement et que nous nous plions à ce qui est dicté à l'international, nous risquons de perdre, comme le Brésil l'a connu. Si ce n'est le grand effort qu'a mené le président Lula da Silva, d'ailleurs nous saluons sa réélection, s'il n'avait pas été courageux pour bloquer ces politiques néolibérales et permettre aux petits agriculteurs d'avoir de pouvoir redevenir maîtres de leurs terres, dans des superficies raisonnables, ce qui a créé l'agrandissement de la classe moyenne brésilienne, parce que l'agriculture, c'est le principal point d'enrichissement au Brésil. Donc, ils se sont dit, si Lula n'avait pas fait cela, c'est que le Brésil actuellement serait entre la main de ces oligarques. Et vous voyez ces oligarques-là qui manipulent les foules pour bloquer Lula parce qu'ils savent que le retour de Lula, ça veut dire encore que plusieurs terres seront véritablement protégées et les autochtones qui protègent la biodiversité. Parce que quand vous avez une semence d'une plante naturelle, une semence naturelle, en fait c'est cette biodiversité que vous préservez. Donc ces populations qui sont capables de préserver la biodiversité, qui utilisent parfois des techniques culturelles ancestrales et qui sont millénaires, qui connaissent faire cohabiter plusieurs plantes dans un environnement précis, qui vont sortir de cette culture de la monoculture occidentale et capitalistique, c'est ceux-là qui représentent l'avenir. Et l'Afrique devrait un peu calquer ce modèle-là. L'Afrique devrait regarder du côté des politiques de développement, la Lula, pour préserver sa biodiversité. Et je pense que l'Afrique l'a souvent fait, hein, ne vous inquiétez surtout pas. Jonathan Batengene. Tout à fait. Merci d'avoir été dans notre ce matin. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.